Alors, bonjour, bienvenue à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire avec Guy Lacroix, au cours duquel nous discuterons des impacts économiques du programme québécois de congé parental. Mon nom est Sarah Fortin, je suis coordonnatrice au transfert des connaissances pour le Réseau canadien des centres de données de recherche. Le webinaire d'aujourd'hui est organisé avec le CIQSS, de sorte que nous avons des participants en ligne, mais également en personne avec nous ici à Montréal. Alors, avant de présenter notre conférencier, j'aimerais prendre quelques instants pour présenter brièvement le réseau pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore familiers avec notre organisation. Prochaine, merci. Comme on peut le voir sur cette carte, le RCCDR est une infrastructure de recherche pan-canadienne qui compte aujourd'hui 30 installations à travers le pays, dont une a ouvert ses portes cet été. Et au Québec, c'est donc le CIQSS qui comprend lui-même 5 laboratoires situés à l'Université de Montréal, à McGill, à Sherbrooke, à l'UQAM ainsi qu'à l'Université Laval. Ces laboratoires informatiques sécurisés permettent aux chercheurs ayant un projet de recherche approuvé d'utiliser les microdonnées détaillées générées par Statistique Canada, des données de toutes les différentes enquêtes que StatCan mène, incluant les enquêtes longitudinales, les recensements et de plus en plus les données administratives. Aujourd'hui même, on a d'ailleurs annoncé que les données couplées du recensement 2006 avec la base de données sur les congés des patients sont maintenant disponibles dans les CDR. Les chercheurs utilisent ces données pour étudier des questions socio-économiques de première importance telles que l'intégration des nouveaux arrivants, le vieillissement de la population, le travail, le revenu, la famille et la santé. Plus de 4000 chercheurs de diverses disciplines ont utilisé le réseau au cours des 15 dernières années, dont le tiers sont des étudiants de 2e ou 3e cycle. Pour en savoir plus, je vous invite à visiter notre site web ou celui du CQSS, dont vous voyez l'adresse sur cette diapo. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, sans plus tarder, je présente notre conférencier d'aujourd'hui, qui est Guy Lacroix, professeur d'économique à l'Université Laval et également co-titulaire de la chaire industrielle Alliance sur les enjeux économiques des changements démographiques. Il s'est spécialisé dans le domaine de l'économie du travail, de l'économie de la santé, ainsi que de l'économétrie appliquée. Il a publié de nombreux articles scientifiques au cours de sa carrière dans les meilleures revues de la profession. Sa présentation durera environ 45 minutes, après quoi nous prendrons vos questions. Notez que vos micros sont automatiquement fermés pendant la présentation. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, nous vous invitons à poser vos questions par écrit au cours de la présentation ou à la fin, comme vous préférez. Tel qu'indiqué ici, vous devez d'abord cliquer sur la flèche blanche dans un carré orange pour ouvrir le panneau et ensuite inscrire vos questions dans la boîte marquée « Questions ». Je les lirai pour vous au moment de la période des questions. Prochaine diapo, merci. Alors, en terminant, j'aimerais remercier nos principaux partenaires, sans qui le réseau ne fonctionnerait pas. Alors, ce sont les universités hôtes d'un centre, bien sûr, Statistique Canada, ainsi que le Conseil de recherche en sciences humaines, la Fondation canadienne pour l'innovation et les instituts de recherche en santé du Canada. Alors, merci beaucoup, Guy, d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Je te cède la parole maintenant. Bien, merci. Alors, pour commencer, j'aimerais remercier le CIQSS de m'avoir invité à présenter l'étude que j'ai faite avec deux de mes anciens étudiants. Et cette étude-là a été faite dans le cadre du 10e anniversaire de l'implantation du régime québécois d'assurance parentale. Donc, ma présentation va se structurer comme ci. Donc, je vais parler un petit peu des origines du RQAP. Je vais parler du mandat qui nous a été confié à l'époque et je vais parler d'effets causal. On va essayer de mesurer l'effet du régime de différentes façons avec différents types de données. La première, ce sera en une comparaison de deux différentes cohortes issues des fichiers de Revenu Québec. L'autre, ce sera une comparaison des taux de participation aux congés parentaux du Québec versus le reste du Canada à partir de données de Statistique Canada. Et enfin, on va se concentrer sur une analyse plutôt distributive de voir qui, parmi les parents au Québec, profite du régime en fonction du revenu et des données qu'on retrouve dans les fichiers de gestion du RQAP qui sont gérés par le CGAP, donc le Conseil de gestion d'assurance parentale. Et je conclurai à la fin sur certains constats empiriques qu'on aura pu établir à partir de ces données-là. Donc, les origines, je ne ferai pas l'historique de tout ça, mais simplement pour rappeler un certain nombre de choses. Donc, premièrement, le régime québécois jusqu'en 2006, donc les Québécois, comme les autres Canadiens, avaient accès à des congés de maternité et parentaux par l'entremise du régime d'assurance emploi du gouvernement du Canada.
L'instauration du RQAP a été précédée par une longue période de gestation. Si on se rappelle un petit peu de 1988 à 1996, beaucoup de groupes revendiquaient l'accès à un régime plus généreux de congés parentaux, notamment les mouvements de femmes, les groupes de femmes, les travailleurs, les syndicats, etc., etc. Bon, il y avait beaucoup de discussions à l'époque sur ce thème-là, mais évidemment, aucun programme n'a vu le jour à cette époque-là. De 1996 à 2000, là, le gouvernement du Québec a commencé à mettre un peu de pression sur le gouvernement fédéral pour récupérer une partie des cotisations qui étaient faites en vertu du programme d'assurance chômage versées au titre du programme de congé parental. Et comme ça ne donnait pas de résultat, de 2000 à 2006, le gouvernement du Québec a pris certaines démarches légales pour récupérer les sommes versées au titre des congés de maternité ou parentaux dans le programme d'assurance emploi. Alors, c'est important de le noter parce que de 2000 à 2006, on n'entendait pas vraiment parler du programme d'assurance parentale, bien que dans les années 90, c'était le cas. Et c'est important du point de vue économétrique ou du point de vue empirique, parce qu'on va voir qu'une condition nécessaire pour être capable d'estimer des impacts causaux, c'est que le programme ne peut pas être anticipé ou les gens ne peuvent pas changer leur comportement en prévision de la mise en place du programme. Alors, très brièvement, je vais rappeler les principaux paramètres du RQAP. Alors, le RQAP a deux régimes. Un régime qu'on appelle le régime de base et le régime qu'on appelle particulier. Et le régime de base est défini de la façon suivante. Alors, il existe deux régimes. Donc, le régime de base, c'est un congé de maternité de 18 semaines avec un taux de remplacement du revenu de 70 %. Un congé de paternité de 5 semaines avec également un taux de remplacement de 70 % et un congé parental qui peut être alloué au père ou à la mère de 37 semaines. Ça devrait être, oui, 37 semaines. Et les 7 premières semaines sont de remplacement du régime d'assurance emploi au Canada. Le régime particulier, il est plus généreux, mais plus court. Donc, le régime particulier, on prévoit 15 semaines au congé de maternité, 3 semaines au congé de paternité, mais avec des taux de remplacement de 75 % du revenu. Et il y a 25 semaines qui peuvent être allouées entre les deux parents, selon leur propre désir, également remplacées à 75 %. Alors, dans les deux cas, le revenu minimum qu'un travailleur doit avoir pour être admissible au programme est d'environ 2 000 $. Et le revenu maximum assurable est de 71 500 $. Okay? Alors, tous ceux qui gagnent plus que ça reçoivent 75 % ou 70 % de ce revenu-là, qui est le plafond établi en vertu du régime en 2016. Okay? Ça, c'est le RQAP. Bon, alors, le mandat. Qu'est-ce qu'on nous a demandé de faire? Alors, le mandat qu'on a obtenu, nous, c'était d'évaluer les retombées économiques. Alors, essentiellement, au début, on voulait faire une analyse, on nous demandait de faire une analyse coût-bénéfice. Compte tenu des données qu'on avait, c'était impossible. Alors, on nous a plutôt demandé de faire une analyse des impacts économiques du régime sur différents aspects. Alors, un des aspects, bien que le programme ne soit pas un programme nataliste, on voulait simplement voir si empiriquement on pouvait dénoter un effet sur la fécondité des Québécoises, à savoir, est-ce que le programme, bien que ce ne soit pas son objectif, est-ce qu'il a eu des effets sur la première naissance, une deuxième naissance ou une troisième naissance? Et possiblement, est-ce que les femmes plus âgées ont été incitées ou pas à avoir un enfant supplémentaire ou un premier enfant? Ou est-ce que le programme a pu avoir pour effet de devancer ou de reporter la décision d'avoir un enfant? Et si oui, et là était la question d'intérêt pour le gouvernement, c'était quel était l'impact économique en termes de revenus, de taxes, de prestations d'assurance chômage, d'aide sociale, à travers ces modifications-là du comportement de fécondité. Okay? Alors, ça, c'est un des premiers aspects du projet. Quel était l'impact indirect du changement de fécondité sur les revenus et les revenus des particuliers, mais également les taxes et les cotisations et les prestations d'assurance chômage, et ainsi de suite. Alors, l'intérêt premier, évidemment, c'est le deuxième, c'est-à-dire que est-ce que le RQAP a un effet mesurable sur la présence des mères sur le marché du travail? Si oui, de quelle façon et quelles ont été les retombées économiques et fiscales, taux d'emploi, nombre de travailleurs productifs,
cotisation au régime public, etc., etc. C'était ça essentiellement le but du projet. Alors, question qu'on peut se poser, pourquoi moi? Il y a une raison très simple, c'est que je me spécialise en évaluation des politiques publiques. Et le RQAP m'a demandé de travailler avec eux pour la rédaction d'un appel d'offres. Alors, on a eu 3 rencontres et au terme de ces 3 rencontres-là, on a convenu qu'une façon de rencontrer les objectifs du mandat était d'utiliser différentes sources de données. Et une d'elles était les données administratives du régime, donc qui sont au CGAP, d'utiliser des rapports, des fichiers d'impôts, donc des données administratives, et d'utiliser les données de l'enquête sur la couverture d'assurance-emploi de Statistique Canada. Et on avait aussi convenu que la meilleure façon d'évaluer l'impact du RQAP était d'utiliser ce qu'on appelle des méthodes de double différence et de Regression Discontinuity Design. Alors, au terme de ces discussions-là, et comme je suis relativement familier avec les méthodes, on m'a carrément demandé de le faire. Okay? Alors, j'avais participé à la rédaction et on me dit finalement, fais-le donc. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et pendant tout le processus, lorsqu'on s'est mis à travailler sur le projet, des gens au CGAP faisaient une veille littéraire, donc sur tout ce qui s'écrivait sur les congés parentaux. Et un jour, on nous annonce qu'on a trouvé une thèse de doctorat écrite par Ankita Patnik à Cornell, qui portait sur le régime québécois d'assurance parentale. Et de cette thèse-là, elle a extrait un article qui s'appelle « Reserving Time for Daddy, Short and Long-Term Consequences of Father's Quota ». Okay? Et cet article-là, qui traite spécifiquement du congé parental au Québec, a été recensé dans le New York Times, dans Slate, dans Wall Street Journal, The Atlantic, etc., etc., etc. Alors, Mme Patnik est devenue la spécialiste des congés parentaux aux États-Unis parce qu'elle avait étudié le régime québécois, ici même au CIQSS, je crois que c'était ici ou c'était à Montréal. Merci de Montréal. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis adjoint les services de 2 de mes étudiants, donc Nicolas James Clavet, qui était à l'époque étudiant doctorat, qui est maintenant à l'emploi du CGAP, et Nicolas Corneau-Tremblay, qui était une seule maîtrise à l'époque, qui est maintenant un professionnel de recherche à temps plein avec moi à l'Université Laval. Donc, tous les 3, on a travaillé sur toutes ces composantes-là au CGAP et au SIX à l'Université Laval. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des doubles différences. Et pour faire les doubles différences, on va comparer différentes cohortes. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va comparer 2 cohortes du Québec de 2 différentes années à partir des fichiers d'impôts. Alors, on aura des millions d'observations et on va comparer différents aspects de ces 2 cohortes-là en comparant les 2 cohortes dans le temps et entre elles. Donc, les doubles différences, c'est on prend une cohorte, on regarde comment évoluent ces outcomes économiques et on prend la deuxième cohorte et on les compare entre elles pour obtenir un estimateur de double différence. Différence dans le temps, différence entre cohortes. La deuxième comparaison, on va la faire en comparant les principaux indicateurs du Québec versus le reste du Canada. Et pour faire ça, on va prendre les données de l'enquête sur la couverture d'assurance emploi de Statistique Canada qu'on a utilisé dans le SIX à l'Université Laval, okay, pour comparer l'évolution entre le Québec et le reste du Canada. Et là, on aura des milliers d'observations et non pas des millions. Okay? Et finalement, on va prendre les données administratives même du CGAP pour regarder uniquement les parents qui ont eu des enfants entre 2006 et 2012, donc couverts par le régime, comment l'utilisation du régime varie en fonction du revenu des parents. Alors, première chose, c'est que pour pouvoir comparer de cette manière-là 2 cohortes ou 2 groupes différents, ces estimateurs-là requièrent ce qu'on appelle une expérience naturelle. Il ne faut pas que, autrement dit, il ne faut pas que le programme soit anticipé de façon à ce que les parents, en anticipant l'existence du programme, modifient leur comportement pour y être admissibles, par exemple. Et il ne faut pas, par ailleurs, que le programme soit mis en place en raison du comportement des gens. Autrement dit, la politique ne peut pas être mise en place conséquemment à un comportement que le gouvernement veut changer ou que les gens se comportent d'une certaine façon qui amène le gouvernement à implanter une politique. Ces 2 conditions-là doivent être réunies pour que les estimateurs qu'on va présenter génèrent ce qu'on appelle des estimateurs non biaisés. Okay? Alors, une façon de mesurer si effectivement le programme avait été anticipé ou pas, en fait, je vais vous donner 2 exemples qui, en essayant de vous convaincre, d'une part, le programme 1 n'était pas anticipé, et 2, il n'y a pas eu d'ajustement du comportement qui précédait la mise en application du programme. Alors, je vais vous montrer 2 tableaux, 2 graphiques pour essayer de vous convaincre de ça. Le premier graphique,
c'est ce qu'on appelle un Google Search. Donc, ça, c'est tiré de la thèse de doctorat de l'étudiante Patnick. Et ce qu'elle a fait, elle a regardé le nombre de fois que les gens recherchaient le régime québécois d'assurance parentale en français ou le QPIP sur Google dans le temps. Et ce que vous voyez sur le graphique qui est là, vous avez le nombre de recherches faites avant 2006 et à partir de janvier 2006, moment de la mise en application du régime. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'à toute fin pratique, personne cherchait l'information sur le régime avant 2006 et à partir de sa mise en application, plein de gens se sont mis à s'intéresser à ce programme-là. Et ce que ça montre, c'est qu'en fait, avant 2006, il n'y a pas eu d'information. On ignorait la date, même si le programme allait être implanté, et deux, la date exacte de son implantation, et personne s'y intéressait parmi la population du Québec. Okay? La deuxième façon qu'on peut vérifier sur un ajustement du comportement, c'est de regarder la probabilité qu'on observe une naissance dans les fichiers d'impôts du Québec. Alors, ce que vous avez ici, c'est la probabilité, donc on fait une régression avec tous les fichiers d'impôts du Québec de 2004 à 2012 inclusivement, et on nommait l'année 2004, et on regarde, est-ce qu'il est plus probable d'observer une naissance à tout moment du temps relativement à 2004? Et on fait ça avec au-dessus de 6 millions d'observations ici. Je vais me concentrer sur la première colonne. Donc, cette colonne-là, ce que vous avez, c'est la probabilité d'observer une naissance dans un rapport d'impôt en tenant compte de plein de variables de contrôle, géographiques, revenus, etc. Okay? Et ce que vous observez, c'est qu'en 2005, il n'était pas plus probable d'observer une naissance qu'en 2004. En 2006, on voit un effet statistiquement significatif, mais relativement faible, d'observer une naissance relativement à 2004. Mais à partir de 2007, de façon systématique et conditionnant sur plein de variables, on observe une hausse de la probabilité d'observer une naissance qui ne peut pas être expliquée possiblement par autre chose que le programme. Parce qu'on tient compte de l'âge des parents, on tient compte de la région de résidence, de leurs revenus. Il peut y avoir autre chose, mais ça c'est quand même assez un hasard que ce ne soit pas le programme qui génère ces différences-là. Et si vous regardez la probabilité d'avoir une première naissance, la colonne du milieu, bien, vous voyez que là aussi, 2005-2006, il n'y a à peu près rien. C'est à partir de 2007, quand le programme est pleinement implanté, qu'on voit une différence sur la probabilité d'avoir un premier enfant, mais qui s'estompe à partir de 2011-2012. Alors, on voit qu'il y a eu un effet, mais cet effet-là ne se maintient pas. Mais avec 3 millions d'observations, c'est quand même relativement précis. Et ça montre, et puis si on regarde les taux de natalité là, au Québec dans ces années-là, on voit les écarts entre les taux de natalité bruts et même en contrôlant pour plein de variables, on les trouve toujours. Donc, pour nous, là, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui s'est passé en 2005 relativement à 2004. Et on voit que l'implantation, ce sont des fichiers d'impôts. Hein. Donc, les années, ce sont des années fiscales, non chronologiques. Donc, par exemple, en 2006, on est en train de regarder ce qui s'est passé de avril 2005 à avril 2006. C'est pour ça que l'effet est peut-être plus petit, parce qu'on observe des naissances. Le programme est implanté à cheval entre l'année fiscale et l'année chronologique en tant que telle. Alors, ça nous conforte. Oui, tu peux. Je crois qu'on ne peut pas prendre de questions, Pierre. Les mois sont importants, les mois messages sont importants. C'est janvier 2006, il y a un suivi très difficile. Alors, ce qu'on va faire donc, c'est d'essayer de mesurer l'effet en comparant deux cohortes qui sont de parents, okay, à partir des fichiers d'impôt. Alors ça, c'est basé sur tous les fichiers d'impôt. Ici, je vais me concentrer sur deux cohortes. La première, ce sont tous les ménages au Québec qui ont eu une première naissance en 2005. Okay, c'est ce qu'on va appeler le groupe contrôle. Et le deuxième groupe, c'est le groupe qui a eu une première naissance en 2006. C'est ce qu'on va appeler le groupe traitement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre ces ménages-là dans le temps pour voir s'il y a eu des changements significatifs en termes d'heures de travail ou de revenus ou d'impôts ou peu importe. Alors, la stratégie, c'est de comparer ces deux groupes-là dans le temps. La première différence, c'est comment évolue dans le temps chaque cohorte. Et la deuxième différence, c'est comment les changements se manifestent entre ces deux cohortes-là elles-mêmes, dans le temps. Alors, premièrement, ce que je vais essayer de vous convaincre, c'est que les deux cohortes se ressemblent beaucoup. Alors, ce que vous avez dans la première colonne, ce sont pour les hommes, différentes statistiques descriptives sur les prestations d'aide sociale, d'assurance-emploi, d'impôts, revenus de travail, etc. La deuxième colonne, c'est la différence entre les deux cohortes. Et ce que vous voyez, c'est que
la plupart des variables ne sont pas significatives ou lorsqu'elles le sont, les effets sont vraiment petits. Donc, du point de vue observationnel, les deux cohortes se ressemblent beaucoup en termes de revenus, en termes de prestations, puis en termes de prestations d'aide sociale, d'assurance chômage. C'est la même chose pour les femmes. Alors, les femmes, vous avez les femmes en 2005 qui ont eu une naissance. Vous avez, bon, les variables, les moyennes de ces différentes variables, et vous avez, dans la dernière colonne, l'écart entre les deux cohortes. Et encore une fois, ce qu'on voit, c'est que la plupart des variables ne sont pas significatives, mais quand elles le sont, l'effet est vraiment petit. Okay? Donc, on peut penser que la cohorte de 2005 est un bon contrefactuel à la cohorte de 2006 parce que les deux se ressemblent beaucoup. D'accord? Alors, quelle aurait été la situation des cohortes de 2006 si le régime n'avait pas été implanté? Le contrefactuel a de bonnes chances d'être la cohorte de 2005, qui est relativement fiable, on pense. Alors, si on met tout ça ensemble, il n'y a pas d'effet notoire ou notable sur la naissance en 2005, relativement en 2004. On commence à le voir en 2006. Ensuite, dans les groupes de comparaison, ils sont relativement semblables. Okay? Et comme on peut penser donc que la cohorte de 2005 est un bon contrefactuel de 2006, on peut à ce moment-là commencer à faire des analyses dans le temps et entre les cohortes. Alors, ce que vous avez ici, c'est la moyenne brute basée sur les 45 000 observations que vous avez pour chacun des groupes. Là. Vous avez donc le revenu moyen des femmes 2 ans avant la naissance de leur enfant. Alors, sur la courbe lisse, c'est la cohorte de 2005. Alors, ce qu'on regarde, c'est les femmes qui ont eu un enfant en 2005, quel était leur revenu en 2003, quel était leur revenu en 2004, quel est le revenu de l'année de naissance de leur enfant et pour les années subséquentes. La courbe pointillée, c'est le revenu des mères qui ont eu un enfant en 2006, un premier enfant, mais en 2004, en 2005, en 2006, l'année de naissance de leur enfant, 2007 et années subséquentes. Alors, ce que vous voyez, et je vais vous montrer statistiquement, c'est que 2 ans avant la naissance de leur premier enfant, les femmes des deux cohortes ont identiquement le même revenu. 1 an avant la naissance de leur premier enfant, les deux cohortes ont exactement le même revenu. L'année de naissance de l'enfant, les femmes de la cohorte 2005 ont un revenu plus élevé que les femmes de la cohorte de 2006. Et c'est compréhensible parce qu'on va voir dans 2 minutes que les femmes de la cohorte de 2006 ont eu des congés parentaux plus longs. Alors, nous, ce qu'on regarde, c'est les revenus de marché. Ce ne sont pas les revenus compensés par le régime, c'est uniquement le revenu de marché. Et ce qu'on voit, c'est que les femmes de la cohorte 2006 ont un revenu inférieur à celui de la cohorte de 2005. Mais par la suite, pour chacune des années qu'on regarde, les femmes de la cohorte 2006 ont un revenu supérieur à celui des femmes de la cohorte 2005. Donc, on va essayer de voir si ces différences-là sont statistiquement significatives. Si on fait ça pour les hommes, même chose. Alors, la ligne pleine, ce sont les hommes de la cohorte de 2005, donc des hommes qui ont eu un enfant en 2005. Et on regarde 2 ans avant, 1 an avant, l'année de naissance de l'enfant, et on poursuit par la suite, passer la date de naissance, l'année de naissance, pardon. Et ce qu'on voit là aussi, c'est que les hommes des deux cohortes ont relativement le même revenu, sauf pour une année. L'année de naissance de l'enfant, les hommes de la cohorte de 2006 ont des revenus inférieurs à ceux de la cohorte 2005. Je vais vous montrer que c'est statistiquement significatif. Tous les autres points ne le sont pas. Alors, les hommes de cette cohorte-là, l'année de naissance de leur enfant, ont une baisse de revenus de marché. Et c'est compréhensible là aussi, parce que leur congé est plus long. Tout simplement, on va le voir. D'accord? Du point de vue statistique, maintenant, si on fait des régressions, là aussi, on peut voir à partir des rapports d'impôt, et là, on se base sur des millions d'observations. Voici ce que ça donne. Alors, le tableau du haut, c'est pour les hommes. Ce que vous voyez, c'est que la ligne 0, c'est l'année de naissance des enfants. Le paramètre que vous voyez là, c'est moins 4 %. Ce que ça dit, c'est que les hommes de la cohorte de 2006, relativement à l'année 2005, on regarde comment évolue le revenu. Il a baissé. Si on regarde les hommes de la cohorte de 2005, on compare le revenu à eux en 2005 versus 2004, le revenu a baissé également. Mais les hommes de la cohorte 2006 ont baissé 4 % de plus que les hommes de la cohorte 2005. C'est ça que ça dit, ce paramètre-là. Alors, c'est une double différence. On regarde comment évoluer le revenu des pères, l'année de naissance de leur enfant versus l'année qui précède. On fait ça pour les deux cohortes et on différencie entre les cohortes. Et ce qu'on obtient, c'est qu'une baisse de revenus, l'année de naissance de la cohorte des pères du régime, de 4 % supplémentaire à celle des pères du régime traditionnel.
L'année 1, c'est l'année qui suit la naissance de l'enfant. Et encore une fois, on se concentre uniquement sur les revenus de marché. Et ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a aucune différence statistique entre les pères de la cohorte 2006 et de la cohorte 2005. Pour les années 2 à 5, il n'y a aucune différence statistiquement significative non plus entre les pères des deux cohortes. Okay? Si on regarde maintenant la partie du bas du tableau, ce sont les mères. Alors là aussi, on regarde le revenu marchand, et ce qu'on voit, c'est que les mères en 2006, relativement en 2005, ont subi une baisse de revenus de marchand de 6 % supérieure à ce que les femmes de la cohorte 2005 ont connu relativement à l'année 2004. Ce 6 % encore une fois, s'explique par le fait qu'elles prennent des congés plus longs. Si on regarde 1 an après la naissance de l'enfant, ces femmes-là gagnent 3,5 % de plus que les femmes de la cohorte 2005. Et si on regarde les années 2 à 5, inclusivement, elles gagnent en moyenne par année 2 % de plus que les femmes de l'autre cohorte, relativement à l'année qui précède la naissance de l'enfant. Alors, ce que ça dit, ça dit simplement que les différences que vous voyez avant la naissance des enfants n'est pas significative pour les femmes. L'année de naissance, cette différence-là est significative et tous les points qui suivent, la différence est significative. Alors que pour les hommes, le seul point significatif, c'est l'année de naissance de l'enfant en tant que tel. Tous les points en dehors de cette année-là ne sont pas significatifs statistiquement. Encore une fois, on se concentre uniquement sur les revenus de marchand, les revenus du travail. Alors, une autre façon de voir ça, c'est de dire, bon, ben, là, on a pris 2 cohortes du Québec dans le temps. Maintenant, prenons 2 cohortes, mais entre le Québec et le reste du Canada. Et alors, cette fois-ci, on va s'intéresser aux données de l'enquête sur la couverture de l'assurance-emploi de Statistique Canada. Et on va essayer de reproduire les résultats de Pat Naik dans sa thèse de doctorat. La différence, c'est que nous, on a une couverture plus longue. On a 3 ans de plus qu'elle. Et on va prendre des estimations qui sont un petit peu plus flexibles que les siens. Alors, l'idée ici, c'est est-ce qu'on peut reproduire ces résultats à elle? Alors, des données brutes, encore une fois. Vous avez dans le haut, le graphique du haut, la proportion de mères qui prennent un congé parental. Pas un congé de maternité, un congé parental. Et ce qu'on observe, c'est qu'avant 2006, donc on a pu reculer jusqu'en 2002, vous avez des points au Québec en bleu qui bougent un petit peu. Ça bouge de 5 points de pourcentage. Il faut bien comprendre que les points calculés là sont basés sur environ 300 observations par année. Donc, la précision est moins grande, si vous voulez, que les points en rouge qui sont calculés pour le Canada, pour lesquels on a au-dessus de 10 000 observations. 2 000 observations par année, pardon. Donc, ce qu'on voit, c'est que de façon brute, les femmes au Québec avaient tendance à prendre plus de congés parentaux que les femmes du reste du Canada. À partir de 2006, ça explose. Et là, les femmes au Québec sont environ 10-20 points de pourcentage plus susceptibles de prendre un congé parental que les femmes du Canada. Et cet écart-là se maintient jusqu'en 2013. La raison pour laquelle l'article de Pat Naik a eu tant de couverture médiatique, c'est le graphique du bas. Dans ce graphique-ci, vous voyez le taux de participation au congé parental des hommes du Québec versus les hommes du Canada. Et ce que vous voyez, c'est qu'avant 2006, les hommes du Québec étaient environ 10 points de pourcentage plus susceptibles de prendre un congé parental que les hommes du Canada anglais. À partir de 2006, l'écart explose. Et là, ce qu'on voit, c'est que l'écart est d'environ 70 points de pourcentage, 65 points de pourcentage, et ça se maintient durant toute la période. Okay? Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de voir si ces différences-là, on peut les expliquer par autre chose, par des variables qui pourraient varier d'une province à l'autre. Alors, on peut faire donc des régressions à partir des données qu'on a dans le graphique précédent. Et ce qu'on obtient, c'est qu'en termes de participation au congé parental, dans la colonne du milieu, les mères, on ne voit aucune différence statistiquement significative entre les mères du Québec et les mères du Canada de 2003 à 2006, à l'exception peut-être de 2005, où là, on a un taux de significativité statistique qui n'est pas très élevé, mais bon, qui est environ de 10-12 %. Alors, autrement dit, les mères du Québec et de l'Ontario n'ont pas statistiquement parlant, ce qui est à gauche de 2006 n'est pas statistiquement significatif. Ces écarts-là ne le sont pas. Quand on regarde à partir de 2007 et les années subséquentes, les femmes au Québec sont 10 points de pourcentage, 12 points de pourcentage plus susceptibles de prendre un congé parental que les femmes du Canada, du reste du Canada. Du point de vue des pères, même chose. Les pères, vous voyez qu'avant 2006,
ils n'étaient pas statistiquement différents des hommes du Canada. Alors, l'écart que vous voyez en bas n'est pas statistiquement significatif. Bien qu'il semble y avoir un écart, il n'est pas statistiquement significatif. Mais à partir de 2006, l'écart est de 32 points de pourcentage, très significatif, et il monte à 55 l'année 2007 et se maintient jusqu'à 65 dans les années subséquentes. Patnick avait, à l'époque jusqu'en 2013, je crois qu'elle allait jusqu'en 2010. Nous, on a continué, on avait un échantillon plus long, et ce qu'elle avait, c'est exactement ce qu'on obtient aussi, et on obtient également des effets qui se maintiennent dans le temps, ce qu'elle concluait elle aussi. Alors, c'est ça qui a fait que son article était si cité dans la presse américaine. Alors, en comparant le Québec et l'Ontario, sous l'hypothèse que l'Ontario est un bon contrefactuel au Québec, on obtient des différences significatives. Et ces régressions-là tiennent compte de plein de choses. L'âge des parents, le revenu, on tient compte de plein de choses. Je n'ai pas le temps de m'étendre ici, mais ces régressions-là sont nettoyées de plein de variables possiblement confondantes. Alors, du point de vue de la durée des congés maintenant, même chose, on compare les femmes du Québec et les femmes du reste du Canada. Et ce qu'on voit, c'est que les femmes du Québec avaient tendance à prendre environ 2 semaines de plus de congé parental que les femmes du Canada. L'année de l'implantation du RQAP, il y a un saut énorme dans la durée, mais qui se résorbe par la suite. Et en toute fin pratique, les femmes du Québec maintiennent un écart d'environ 2 semaines par rapport aux femmes du Canada. Dans le graphique du bas, ce que vous voyez, c'est la différence de durée entre les hommes du Québec et les hommes du Canada. Et effectivement, on constate que la durée moyenne du congé parental prise par les hommes est d'environ 6 semaines par rapport aux hommes du Canada. Et cet écart-là correspond grosso modo au congé de paternité. Et un petit peu plus, parce que certains pères, je vais finir avec ça, certains pères prennent aussi des congés parentaux en plus de leur congé de paternité. Du point de vue économétrique, pareil, alors en tenant compte de plein de variables, on trouve que les mères québécoises ont des durées environ de 6 à 7 semaines plus longues que celles des mères canadiennes. Et du côté des pères, c'est systématiquement environ 5 à 6 semaines de plus que les pères du Canada. Et ça, essentiellement, ces paramètres-là correspondent au congé de paternité. Je rappelle que le congé de paternité, c'est soit 5 ou 3 semaines. Okay? Et on va voir que ceux qui prennent 5 semaines ne sont pas les mêmes que ceux qui prennent 3 semaines, du point de vue du revenu. Donc, pour finir cette analyse-là, on va se tourner vers les fichiers de gestion du congé parental. Et là, on va prendre uniquement les parents qui ont eu naissance entre 2006 et 2012. Et ce que je vous montre ici, c'est le taux de participation au congé parental en fonction du centile de revenu. Et ce que vous voyez, c'est que les points rouges, ce sont les taux de participation des mères en 2006. Et ce que vous avez en bleu, ce sont les taux de participation des pères. Et donc, l'axe des X est ordonné en fonction du centile de revenu. Alors, on a énormément d'observations, donc on peut ordonner les revenus et calculer pour chacun des centiles la proportion de gens qui prennent un congé parental. Et ce que vous voyez, c'est que lorsque le revenu est très faible, donc dans le bas de l'échelle de revenu, il y a très peu de gens qui prennent des congés parentaux. À mesure que le revenu augmente, la prise du congé augmente linéairement pour les femmes et les hommes, mais davantage pour les femmes, et ça plafonne autour de 94-95% de prise de congé chez les femmes, chez les mères, en 2006. Chez les pères, pareil, ça augmente de façon linéaire avec le revenu, mais passé 80% du 80e centile de revenu, la prise de congé chute chez ces hommes-là. Okay? Pour des raisons assez évidentes, rappelez-vous, que le 80e centile de revenu correspond à peu près au maximum de revenus remboursables. Donc, on voit qu'il y a une chute à partir de ce moment-là parce qu'il devient coûteux pour ceux qui ont des revenus plus élevés de prendre un congé prolongé. Sur ce graphique-ci, vous avez le taux de participation des pères aux congés parentaux pour différentes années. Alors, les points en bleu correspondent à l'année 2006. C'est le même graphique que précédemment. Les points en rouge, ce sont l'année 2009. Et les points en vert, c'est l'année 2012. Et ce que vous voyez, c'est que d'année en année, pour ces 3 années-là, en fait, le taux de participation augmente de façon continue, sauf peut-être pour les pères dans le bas de l'échelle de revenus. Mais pour les 3 années, à partir du 80e centile de revenu, la participation au congé a tendance à chuter de façon systématique pour ces hommes-là. Ici, ce que je vous présente, c'est une régression. Ce sont des paramètres de régression. Alors, chacun des points dans ce graphique-ci est un paramètre
qui est de 0,1 selon le centile de revenu dans lequel vous vous situez. Et ces paramètres-là s'interprètent relativement aux 5 des revenus les plus faibles. Et ce que vous voyez, c'est que le congé de l'utilisation du RQAP, il n'y a pas de différence statistiquement significative pour les hommes en bas du 30e centile de revenu relativement aux hommes qui ont les revenus les plus faibles. C'est à partir du 30e centile de revenu que là, les hommes commencent à participer davantage au régime d'assurance parentale. Et vous voyez la chute, là aussi, passer le 80e centile de revenu. Ces hommes-là commencent à être de moins en moins susceptibles de prendre le congé. L'écart type autour de ces points-là est relativement élevé pour les hommes, en dépit du fait qu'on a beaucoup d'observations. C'est parce qu'il y a beaucoup de différences entre les hommes. Alors qu'on voit beaucoup moins de différences chez les femmes, c'est beaucoup plus précis. Et chez les femmes, toutes les femmes sont plus susceptibles de prendre un congé parental que les femmes du 5 les plus 5 centiles les plus faibles de revenus. Et là aussi, ce n'est pas étonnant du point de vue économique, ce genre de comportement-là. Et pour parler, on va parler aussi de l'utilisation du régime particulier. Parce que là aussi, il y a une relation très nette entre le choix du régime et le revenu. Ce que vous avez sur le graphique du haut, ce sont les paramètres de chacun des centiles relativement aux 5 premiers centiles de revenus. Et donc, c'est est-ce que je suis plus susceptible de prendre le congé, le régime de base ou le régime spécial? Et ce que vous voyez, encore une fois, c'est jusqu'au 30e percentile de revenus, les hommes ne sont pas plus susceptibles de prendre le congé, le régime spécial. À partir du 30e, 35e percentile de revenus, les hommes sont plus susceptibles de prendre le congé spécial, et c'est d'autant plus vrai que le revenu est très élevé. Plus on s'éloigne, plus on se distribue, plus on se déplace vers le haut de l'échelle de revenus, plus les hommes sont susceptibles de prendre le congé spécial, qui est plus court, mais plus généreux. Du point de vue des femmes, ce qu'on observe, c'est intéressant, c'est une courbe en U. Alors, ce que ça veut dire, c'est que les femmes dans le bas de l'échelle de revenus sont plus susceptibles de prendre le congé spécial, le programme spécial, le régime spécial. À mesure que le revenu augmente, elles tendent à favoriser le régime régulier. Et lorsque le revenu augmente, lorsqu'on se déplace vers le haut de la distribution de revenus, ces femmes-là sont plus susceptibles de prendre le congé spécial, le régime spécial, qui est plus généreux, mais également plus court. Alors, la conséquence de ça s'observe ici sur la durée des congés. Quand on regarde la durée des congés, on a les hommes à gauche, les femmes à droite. Alors, ce que vous observez, c'est que la durée des congés ne varie à peu près pas chez les hommes, relativement aux centiles les plus pauvres. Mais lorsqu'on arrive au 80e centile, la durée baisse de façon systématique. Mais c'est relié au fait que ces hommes-là favorisent le régime particulier. Du côté des femmes, on obtient une image miroir de l'autre. C'est que les femmes avec un revenu faible préfèrent le régime particulier et lorsqu'elles ont un revenu élevé, préfèrent également le régime particulier, ce qui fait qu'au bas de l'échelle de revenus, on observe des durées élevées. En haut de l'échelle de revenus, on observe des durées élevées. Entre les deux, on préfère le régime de base et donc des congés plus longs. Alors, tout ça pour dire quoi? Okay? Alors, encore une fois, notre étude s'est limitée à ça, à dire l'effet que le programme peut avoir sur les revenus de marchand, travail, la prise de congé, le type de régime, et j'en ai pas parlé parce que j'ai pas le temps, mais des rentrées fiscales associées à ce programme-là. Alors, ce qu'on peut dire, c'est ceci. On peut dire que le RQAP, bien que ce n'était pas un effet recherché, a eu un effet positif, mais très modeste, sur la fécondité des mères québécoises, mais temporaire, parce que l'effet sur les premières naissances se manifeste pendant 4 ans, ensuite il disparaît complètement. Les pères qui se prévalent d'un congé parental subissent une perte de revenus, 3 relativement aux pères qui ont eu un enfant avant, ça on l'a vu. Les mères accusent une perte plus élevée de revenus, mais elles compensent dans les années subséquentes, ce qui fait qu'au bout de 5 ans, les mères du régime du RQAP gagnent davantage que les mères qui ont donné naissance avant le RQAP. Bon, l'effet sur les pères est vraiment, c'est ce qui ressort le plus de toutes les études. Les pères, systématiquement, prennent le congé de paternité, mais pas beaucoup plus. C'est-à-dire, 1/3 des pères prennent un congé parental, au-delà du congé de paternité. Ce congé parental-là dure en moyenne 13 semaines. Le congé parental chez les mères, c'est 29 semaines.
Donc, un certain nombre d'hommes prennent des congés au-delà du congé de paternité, mais seulement un tiers. Et 60 d'entre eux prennent un congé de façon concomitante avec la mère. Ils ne le prennent pas seuls, mais un certain nombre le prennent seuls quand même. Okay? Alors, on voit également que le régime particulier est favorisé pour les gens à haut revenu, mais également chez les femmes, pour les femmes à faible revenu. Okay? Alors, c'est vraiment, ça, c'est très particulier, mais c'est très homo economicus. Quand on a peu de revenus, on préfère un régime court, mais qui est moins coûteux du point de vue personnel. Et quand on a un revenu élevé, il est coûteux de prendre un congé long, et d'autant que le taux de remplacement est faible. Donc, ce régime-là, il s'adresse à deux clientèles différentes. C'est les gens soit à faible revenu ou les gens à revenu élevé. Entre les deux, c'est le régime de base qui est préféré autant par les hommes que par les femmes. Et le chiffre artonné, c'est 80e percentile de revenu. Passé ça, les comportements changent complètement, okay, relativement aux autres personnes dans la distribution du revenu. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire sur le régime québécois d'assurance parentale. Alors, s'il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci, Guy. Alors, nous allons commencer avec les questions. J'invite les gens qui sont en ligne à utiliser, donc, ouvrir votre panneau et cliquer l'onglet questions pour écrire vos questions. Et je vais commencer ici dans la salle. Alors, Pierre Lefebvre. Ce n'est pas en soi une question, c'est beaucoup plus ce qui est intéressant, c'est que c'est les autres points qui ne sont pas couverts par l'étude et qui méritent une réflexion. Disons, dans les études qui ont examiné les impacts, les effets des régimes des congés de maternité, on a la santé. C'est pas examiné les questions de santé. Deuxièmement, le temps à la maison, c'est extrêmement important. Disons que ces régimes visent à ce que les mères ou les pères passent plus de temps à la maison. Et curieusement, peut-être que tu aurais une réponse, parce que moi, j'ai essayé de trouver pourquoi il y a deux régimes. Mais les personnes qui ont décidé ça, je suis incapable de les rejoindre. Je suis incapable de les rejoindre. Donc, je ne connais pas les gens du régime, ils ne savent rien. Ils savent rien. C'est pas eux qui administrent le régime, je pense que c'est le ministère ou à l'autre ministère. C'est pas le ministère qui administre le régime. Donc, un autre aspect, c'est l'allaitement. Donc, si vous avez un congé court et un congé long, c'est clair que ça va avoir un impact sur l'allaitement. À moins de penser que l'allaitement n'a aucune conséquence sur la santé des mères et des enfants et sur les trajectoires de santé. Donc, c'est important le temps à la maison et ce n'est pas du tout examiné. J'allais dire, nous, on a travaillé avec des données de la RENQ, dans un contexte de discontinuité extrêmement rigide des estimations non paramétriques. Et on se rend compte parce que, disons, avec les données de la RENQ, on a les enfants qui sont à l'aide sociale et les mères à l'aide sociale n'ont pas accès au régime, ça va de soi. Et il y a des trajectoires sur, on peut suivre on suit les enfants sur 7 ans, 12 ans et 15 ans, et ils ont des trajectoires de santé qui sont beaucoup plus négatives que les autres enfants. De sorte que ce régime, il y a des problèmes d'équité importants. Tu en as mentionné avec tes chiffres de données, il y a des problèmes d'équité extrêmement importants dans ce régime, et personne n'aborde la question de l'équité. Dernière chose, les données de l'enquête sur l'assurance emploi sont extrêmement fragiles. Pour avoir travaillé avec ces données, quand on arrive autour de 2000, disons 2000, je ne me souviens plus exactement, ça fait longtemps que je travaillais avec ça, mais disons 2010 à 2016, il y a 100 observations quand vous regardez l'année de naissance d'un enfant, et non pas des enfants présents de 12 mois. Donc, ça devient extrêmement fragile et c'est extrêmement fragile de travailler avec ça. Et en plus, cette enquête qui est intéressante, mais ne vise pas vraiment les parents qui ont eu des enfants. Bon. Première question. Bon, j'ai des questions. Première réponse, c'est les données de l'enquête de Statistique Canada, on ne regarde pas les premières naissances, on regarde les naissances. Okay? Donc, on n'a pas 100 observations de nouvelles naissances par année. Okay? Il y a une citation des fichiers non publics. Pierre, personne t'entend. Un enfant présent de 0 à 12 mois, puis tu as l'année de naissance d'enfant. Ce n'est pas le même nombre d'observations, parce que c'est pas vrai qu'il y a 90% des femmes qui ont pris le congé. Dans les données administratives, je les connais, c'est 78-79% des femmes qui ont pris un congé de Bon. Sauf, okay. Vous demandez s'il y a des échanges parce que des gens en ligne, ils ne vous entendent pas. Merci. OK. Alors, bon.
Ben, les autres, ils n'entendent rien, c'est important pour eux. OK. Alors, pour ceux qui... Bon, probablement parce que non, ce que j'ai présenté ici, ça concerne les couples. On regarde uniquement les personnes salariées. Alors, dans les données, évidemment, ce que je n'ai pas présenté ici, ce qui n'est pas dans le rapport, on a aussi des personnes qui travaillent à leur compte, qui ont aussi droit, qui ont aussi accès à ce régime-là. Et parmi ces personnes-là, un bon nombre d'entre elles utilisent le régime particulier. Elles sont à leur compte. Et s'absenter du travail peut être très coûteux pour elles. Donc, je présume que c'est une des raisons pour lesquelles ils ont mis un régime. Puis d'ailleurs, on le voit, les salariés à revenus élevés prennent davantage le régime particulier parce qu'il y a un plafonnement du remboursement et il est normal pour elles que c'est plus coûteux de s'absenter longtemps du travail. Donc, elles préfèrent le régime particulier et c'est également le cas chez les personnes à leur compte, qui travaillent, qui sont à leur compte. Deuxièmement, les données sur la santé, je vous invite à regarder, le RQAP a fait une enquête, j'en parlais ce matin, tout à l'heure avec la présentation en anglais, une enquête auprès des pairs. Il y a environ 1000 ou 1200 pairs qui ont été interviewés sur la façon dont ils partagent les travaux, les tâches domestiques avec la mère durant les congés. Alors là aussi, il y a des choses extrêmement intéressantes qui peuvent être faites. Puis là, on a des données sur toutes sortes d'aspects, sur le partage des tâches, l'allaitement, je ne suis pas sûr. Mais bon, il y a plein de données aussi sur les pères et les mères, comment les couples partagent les tâches. Bon. Nous, on n'a pas fait une analyse sur les conséquences de santé. L'idée, c'est simplement, est-ce que le programme décourage ou encourage la participation au marché du travail? Parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'au départ, le programme était coûteux et le gouvernement se posait des questions, savoir est-ce que c'est efficace du point de vue économique? Parce que ça coûte cher. Les travailleurs contribuent, les firmes contribuent. Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable? Est-ce que c'est, du point de vue économique, efficace, efficient, si on veut? Tout l'aspect santé, l'aspect délinquance, on ne peut pas faire ça avec des rapports d'impôts. Ça, c'est autre chose. Alors, on s'est vraiment limité au mandat qu'on nous demandait d'analyser, qui était uniquement quel était l'impact sur la participation au marché du travail, sur les revenus, et on voit qu'il n'y a pas eu d'effet négatif sur les revenus de ces gens-là. Il n'y a pas eu d'effet négatif sur les rentrées fiscales. Il n'y a pas eu d'effet négatif sur les perceptions d'assurance chômage ou d'aide sociale. Le programme était à peu près neutre à tous ces niveaux-là. Maintenant, toutes les questions de santé et de développement des enfants, on n'aborde pas ça ici, là. Certainement pas avec des rapports d'impôts, du moins, pas que je sache. Et dans nos rapports d'impôts, on aurait voulu avoir la date de naissance des enfants. Or, on ne l'avait pas. On a fait une demande d'accès à l'information qui nous a été refusée. Donc, il faut bien voir que le CGAP a les données qui lui sont transmises par le ministère du Revenu uniquement à des fins de gestion, pas à des fins d'études. Alors, la première question qu'on leur a posée, c'est est-ce qu'on peut avoir la date de naissance des enfants? Et oui, mais il a fallu faire une demande à la CAI et ça a été refusé compte tenu des délais. On n'a pas eu le temps parce qu'il faut voir aussi qu'on avait... Ce rapport-là a été fait dans le contexte du 10e anniversaire du régime. Et on avait tous les auteurs, il y a 8 ou 9 chapitres, là, on avait un délai assez limité pour le faire. Et donc, pour se représenter devant la CAI, pour faire une nouvelle demande, ça aurait été simplement trop long. Donc, on n'a malheureusement pas pu avoir la date de naissance parce qu'ils ne s'en servent pas au CGAP pour des fins de gestion. Okay. Merci. Alors, j'ai deux questions de participants en ligne. La première par Simon Savard. Y a-t-il d'autres pays dans le monde qui ont introduit des régimes semblables et qui n'ont pas eu des résultats semblables? Pas que je sache. À ma connaissance, l'Islande a un programme encore plus généreux que le nôtre depuis 1995, je pense, de mémoire. Et ils ont trouvé à peu près les mêmes effets que nous. Et je crois que la Suède ou un autre pays nordique a introduit un programme aussi généreux que le nôtre ou plus. La Norvège. Avec des résultats. Pierre, personne t'entend. Des résultats frappants. Bon, OK. Donc, on n'est pas les seuls. Alors, pour répondre à la question, je sais que l'Islande est un cas très particulier et qui a donné des résultats extraordinaires, encore plus forts que les nôtres. Merci. Prochaine question. Oui, merci beaucoup. Très intéressant. Moi, je suis un peu intrigué par l'espèce de disparition de l'effet ou enfin de la probabilité. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Est-ce que c'est des gens de différentes cohortes, on imagine, qui ont bénéficié du programme dès qu'il s'est présenté, mais par la suite, c'est ça, la probabilité pour le premier enfant qui tombe?
Alors que pour les enfants subséquents, là, on voit que ça se maintient. Donc, c'est un peu comme si c'était les mêmes individus qui avaient poursuivi ou Oui, exactement. C'est ça. Alors, je voulais en venir à ça. C'est exactement ça. C'est que les enfants, lorsqu'on a eu un premier enfant, le temps avance ici, là, et on change de colonne. D'accord? Donc, l'effet, il y a eu un effet, parce que nous, on regarde là, de 2005 à 2012, là, mais n'empêche, il y a des gens qui rentrent à chaque année dans ces données-là. Là. Okay? Il y a un rafraîchissement des cohortes à chaque année, mais évidemment, il y a des gens qui sont là en 2005 qui sont encore là en 2012. Alors, eux sont transférés. Là. Ils ont eu un enfant, ils sont rendus dans notre colonne. Mais on s'attendrait à ce qu'à chaque année, on voit ça. Et je me demande si ce n'est pas dû au fait qu'il y avait une espèce de nouveauté à l'époque qui est complètement, c'est rendu, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est devenu une norme sociale. Les entreprises, maintenant, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui contestent ce genre de programme-là. Évidemment, l'aspect financier, c'est autre chose, mais c'est rendu une norme sociale. Alors, ça étonne plus. J'ai comme l'impression qu'il y a eu un effet de nouveauté qui s'est estompé, mais que les parents qui ont eu un premier enfant dans les années 2007 à 2010 ont transféré de colonne puis ont continué à en avoir. C'est pour ça qu'on voit un effet qui se maintient dans la dernière colonne, mais qui disparaît dans le premier. Mais c'est quand même, on parle de 3 millions d'observations, on parle de 5 millions de ménages qu'on suit dans le temps. Et effectivement, mais l'effet global, on le voit là, l'effet global est quand même de diminuer dans le temps. Ouais. Okay? Sur la taille des ménages, on le voit. Et qu'est-ce qu'on a constaté, si vous le savez, dans les autres pays où on a implanté ces régimes-là? Est-ce qu'on a eu à peu près le même effet. Il y a une espèce d'effet de nouveauté qui finit. Quand un programme devient une espèce de norme sociale, il n'y a plus cet effet-là d'engouement ou de. Alors, c'est assez typique de retrouver ce genre d'effet-là. Alors, l'effet global est positif au début, mais diminue de façon continuelle. Écoutez, on tient compte d'autant de variables que l'on peut, mais il y a plein de choses dans ça qu'on ne contrôle pas qui pourraient expliquer ces variations-là. Par exemple, on a 85 dichotomiques de centiles de revenus, on a des données régionales, mais ce sont des rapports d'impôts. Donc, on ne contrôle pas pour plein de choses. La scolarité des parents, on ne contrôle pas ça. Donc, s'il y a des changements dans la scolarité, ça pourrait se refléter là-dessus aussi. Dernière question, si je peux. En 2006, une espèce de saut là, pour la durée plus longue pour les femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? On a changé la législation par la suite ou comment ça peut... Ici, là, ça? Oui, c'est un peu curieux, non? Est-ce que ça... Bon, pour revenir à ce que Pierre disait, ne faut pas perdre de vue que le nombre d'observations par point au Québec est relativement faible. D'accord? Donc, l'intervalle de confiance autour de ces points-là au Québec est relativement large. Malgré tout, il y a quand même un saut important. Okay? Et je n'ai pas fait de test à savoir si ce saut-là est statistiquement significatif. On le fait dans les régressions. Mais effectivement, est-ce que c'est un effet de nouveauté là aussi? Je ne le sais pas. Okay? Mais c'est surprenant. Parce qu'on, mais regarde, ça, c'est la durée. Oui, c'est surprenant. Merci. Peut-être que je peux ajouter, pour poursuivre la question, je me demandais pourquoi est-ce que vos analyses s'arrêtent en 2012? La disponibilité des données. Ben, là, dans le cas de la diapo précédente qu'on regardait, ça va changer. Laquelle? Celui qu'on regardait tantôt, en tout cas, ça arrêtait sur les naissances, 2012. Moi, l'effet sur les naissances. Ah, parce qu'on n'avait pas. Ce sont des données de Revenu Québec qui sont transférées au CGAP pour des fins d'analyse, de gestion. Et on avait jusqu'en 2012, la dernière année dont on disposait à l'époque. C'est la seule raison pour laquelle on était arrêté là. Mais oui, il me semble, oui. Mais on a tellement d'observations qu'à un certain moment donné, il a fallu faire des échantillonnages aléatoires parce que c'était trop long à estimer ces modèles-là. Donc, mais ça vraiment été fait avec 6 millions d'observations. Donc, on peut penser que l'effet est significatif. Là. Okay, merci. Alors, d'autres questions de nos participants en ligne, de Marie-Ève Fortin. Est-ce qu'il y a des recommandations à mettre en place pour améliorer... Est-ce que vous m'entendez quand je lis comme ça en arrière? Je m'excuse. Donc, est-ce qu'il y a des recommandations à mettre en place pour améliorer le régime et pour améliorer la sécurité économique des femmes, des hommes et des familles? Non. Il ne veut pas se mouiller? Il ne veut pas se mouiller. Non. En fait, notre but, c'était vraiment de mesurer est-ce que statistiquement, on voit quelque chose? La réponse, c'est oui. Maintenant, je vous dirais que l'effet intéressant dans l'étude, c'est le fait que les femmes qui ont donné naissance en 2006 ont une baisse de revenus, mais récupèrent par la suite. Ça, c'est l'effet important c'est ce qui préoccupait le plus le CGAP, je pense. Et donc, le fait que les femmes ne soient pas pénalisées ultimement, éventuellement, sur le marché du travail, ça, c'est intéressant. Donc, est-ce que du point de vue, je pourrais vous dire que ce qui préoccupe le ministère, c'est l'espèce d'effet distributif. Là,
il y a certains groupes socio-économiques qui ne bénéficient pas autant du régime que d'autres, mais comme Pierre Lefebvre disait, des gens qui sont à très faible revenu et qui sont à l'aide sociale n'ont pas accès au régime. Donc, l'idée, est-ce qu'on doit revoir le programme? Certainement, il y a peut-être un petit exercice à faire pour rétablir un petit peu d'équité dans le programme, mais en tant que tel, notre rapport ne peut pas aider à ce niveau-là. Il n'est pas fait pour ça. Et puis, de toute façon, le rapport ne recommande rien. Ce n'est que de faire des constats empiriques. Réponse plate d'économistes positifs. D'accord? Okay. Une autre question de nos participants, de Frédéric Paillard. Avant 2006, la fécondité des Québécoises était inférieure à celle du reste du Canada. Elle est maintenant supérieure. La même chose s'observe dans le taux d'activité des femmes. Avez-vous pensé examiner ce phénomène à la lumière d'un modèle multivarié? Non, parce qu'en fait, c'est une bonne question. En fait, il s'est passé plein de choses dans ces années-là. Entre autres, au Québec, le taux de participation des mères aujourd'hui est plus élevé que celui des Canadiennes. Au Québec, il y a eu toutes sortes de politiques. Ici, dans la salle, il y a un dénommé Pierre Lefebvre qui s'est intéressé beaucoup à ces questions-là, dont les politiques de garde, toutes sortes de choses qui ont pu avoir des effets sur la participation des femmes au marché du travail. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on suit les mêmes personnes pendant un certain nombre d'années. Il y a pu avoir des changements de politique, en particulier lorsqu'on regarde l'Ontario. Moi-même, je suis natif de l'Ontario, et lorsqu'on prend l'Ontario comme ça, puis on dit l'Ontario est un bon contrefactuel au Québec, c'est comme s'il ne se passait rien en Ontario, puis il n'y avait jamais de politique de changement de programme. C'est une hypothèse qui est très forte. Donc, il faut faire attention aux conclusions lorsqu'on dit l'Ontario, c'est ce qui se serait passé au Québec s'il n'y avait pas eu de changement dans les programmes. On ne sait pas ce qui s'est passé en Ontario, on présume qu'il ne s'est rien passé. C'est peut-être pas vrai. Donc, il faut faire attention sur le contrefactuel. Et là, pareil, dans ces régressions-ci, on tient compte de beaucoup de facteurs, parce que là, on a donné Statistique Canada, on peut contrôler plein de choses. Mais il y a eu des politiques qui ont pu affecter différemment la participation au marché du travail au-delà du régime québécois. Mais lorsqu'on prend deux cohortes, les deux cohortes ont été affectées de la même façon par des différentes politiques qui ont été implantées dans le temps. Alors, l'idée de prendre des cohortes à 1 an d'écart, c'est justement pour éliminer l'effet de d'autres politiques qui auraient pu affecter la fécondité, la participation au marché du travail, le revenu. Alors, en prenant deux cohortes très près dans le temps, une qui est assujettie au RQAP, l'autre qui ne l'est pas, on espère enlever ces effets-là de politique qui ont, on l'espère, affecté de la même façon les deux cohortes. Donc, c'est pour ça qu'on ne se préoccupe pas trop des autres programmes qui ont pu intervenir entre-temps. On suppose que les deux cohortes ont été affectées de la même manière. C'est une hypothèse, mais je pense qu'elle est réaliste. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Pierre, OK. Et j'invite les gens en ligne, si vous avez une dernière question, à l'inscrire maintenant. C'était plus pour le régime. Il y a un lien qui n'est pas apparent entre la politique des services de garde et cette politique. Souvent, les gens disent « Ah, les Scandinaves, c'est formidable, ils sont formidables, les Scandinaves, il faudrait faire comme les Scandinaves. » Alors, les Scandinaves disent « Il y a un régime de congé parental. La garderie, avant 1 an, c'est 0. Vous faites ce que vous voulez, vous, on ne donne pas un sou. On donne pas un sou. » Le Québec a 2 régimes, un régime plus généreux, plus court, et ça incite des hommes et des femmes à retourner sur le marché du travail. Donc, on ne se préoccupe pas on se préoccupe pas dans ce programme-là des enfants, de ce qui arrive avec les enfants. Et les Scandinaves s'en préoccupent beaucoup plus, beaucoup plus. Et le régime de congés parentaux devrait être une incohérence entre ce régime et le régime des congés parentaux. Nous, on a calculé que s'il n'y avait aucun enfant qui était en service de garde avant 1 an, parce qu'il y a un super régime qui coûte 2,2 millions en congé de maternité-paternité, on économise 350 millions de dollars qu'on pourrait remettre dans la qualité. Donc, actuellement, c'est la qualité. Donc, il y a 350 millions qui pourraient être remis dans la qualité des services de garde en disant, faisons comme les Scandinaves, comme les pays nordiques, comme on a déjà dit. Tu as mis l'Islande, les pays nordiques. Tous les pays nordiques, il y a 5 pays nordiques. Faisons comme eux. Faisons comme eux. Faisons comme eux. Et juste pour revenir sur les Norvégiens, ils ont un régime extrêmement généreux. Ça se rend jusqu'à 100 000 le congé parental. Et disons, ceux qui ont évalué ce régime ont dit que c'est un régime qui est totalement inéquitable. Ce sont justement les femmes qui n'ont pas d'enfants, les couples qui n'ont pas d'enfants, et les femmes qui ne sont pas admissibles à ce congé, qui dans le fond, qui ne reçoivent rien. Bon, il y a une différence importante dans les pays nordiques. C'est ce régime qui marche par l'assurance-emploi, le régime d'assurance-emploi.
Et les femmes qui ne sont pas qualifiées parce qu'ils n'ont pas travaillé, ils sont beaucoup plus sévères sur la qualification. Beaucoup plus sévères. Et les hommes et les femmes ne prennent pas des congés en même temps, c'est un ou l'autre. Et les femmes qui ne sont pas admissibles reçoivent une allocation familiale d'1 an qui est une forme d'aide. Alors, ce régime-là, disons. Bon, ben tantôt, on demandait des recommandations. Je pense qu'on vient de les avoir maintenant. Merci, Pierre. Pierre ose se mouiller, moi, non. Alors, j'ai une dernière question de Rebecca Tremblay. Tout devient significatif avec des millions d'observations. Oui. Est-ce qu'une autre méthode statistique qu'une régression aurait pu être employée? Des différences de moyenne, oui. D'ailleurs, les régressions ne font que confirmer les graphiques. On ne se le cachera pas, on a beau prendre en compte plein de variables. Et même si on a des millions d'observations, dans beaucoup de cas, on a été obligé, parce que je n'ai vraiment pas le temps de tout présenter ici, mais beaucoup de ces régressions-là ont été faites avec 25-30 000 observations, tout simplement parce que les ordinateurs n'arrivaient pas à estimer les modèles en l'espace de moins d'une semaine ou deux. Donc, dans certains cas, oui, on prend des millions d'observations. Dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. De toute façon, 50 000 ou 2 millions, ça ne change rien. En principe, ça va être aussi significatif dans un cas que dans l'autre. Mais effectivement, si vous prenez ce graphique-ci, le graphique des hommes, vous regardez, vous pourriez calculer le revenu moyen point par point entre les deux cohortes, faire un petit test statistique entre les deux moyennes, et vous ne rejetteriez pas l'hypothèse unique que ce sont les mêmes. Alors, ce qu'on fait lorsqu'on fait des régressions, c'est simplement de tenir compte de d'autres facteurs qui pourraient affecter le revenu des deux cohortes. Mais comme les deux cohortes se ressemblent beaucoup, ben, ce n'est pas étonnant qu'on reproduise du point de vue des régressions ce qu'on observe dans un graphique. Alors, tous les graphiques sont confirmés par les régressions. Alors, on aurait pu se limiter aux graphiques, on aurait pu se limiter aux régressions. Le problème des graphiques, c'est que c'est assez difficile de voir la différence en tant que telle à l'œil. La régression nous le dit. D'accord? Mais évidemment, prenez ici la première colonne, les hommes, 2 406 000 observations. Je la referais demain matin avec 50 000 observations. J'aurais à peu près la même chose et le même niveau de significativité. On a simplement exploité le fait qu'on avait ça, et c'est rare qu'on peut avoir autant d'observations, mais ce n'est vraiment pas nécessaire, puis vous avez raison. Les simples comparaisons de moyenne auraient fait aussi l'affaire. OK. Alors, on a donc une dernière question en salle. Brian Bouddarbat. Bonjour, merci pour l'excellente présentation. J'ai une question. Vous insistez sur l'effet ou les retombées économiques des régimes québécois d'assurance parentale. Pas moi. Mais là, ce qu'on sait, c'est qu'avant, il y avait un programme quand même. Donc, ce n'est pas un nouveau programme qui part de zéro. Oui. Donc, est-ce qu'on parle réellement de retombées ou de retombées d'améliorations qui ont été apportées par rapport au régime? En fait, ce qu'on fait, c'est ça ici. C'est on compare ça avec ce qui existait auparavant. Exact. Alors, quand on compare la cohorte de 2005, la cohorte de 2005 est assujettie aux anciens paramètres. Tout à fait. La cohorte de 2006 est assujettie à ça. Tout à fait. Alors, si on prend la cohorte de 2005 et on la suit dans le temps, et on prend la cohorte de 2006 et on la suit dans le temps, la seule chose qui les distingue, parce qu'elles sont du point de vue observationnel identiques, la seule chose qui les distingue, c'est qu'une partie des ménages de 2006 est assujettie à ça, l'autre à l'autre régime. Quand on prend le Québec et le reste du Canada, ce qu'on fait, c'est de dire, regardons avant 2006, à la fois le Québec et le reste du Canada étaient assujettis au même régime. À partir de 2006, le Québec a un régime différent du Canada. Qu'est-ce qu'on observe? Et on voit un saut ici, on le voit ici. Donc, c'est vraiment l'effet incrémental, qui peut être négatif ou positif, ça importe peu, mais c'est vraiment l'effet du régime relativement à ce qui existait avant. Donc, ces deux estimations-là sont basées sur deux contrefactuels différents. Alors, la première différence ici, c'est qu'on regarde le Canada après moins le avant, on regarde le Québec après moins avant, et on fait une différence entre les deux. Double différence. Donc là, la seule chose qui distingue le Québec du reste du Canada, c'est l'existence d'un régime à partir de 2006. Donc, l'écart qu'on voit là ne peut être attribuable, à moins, encore une fois, que d'autres choses se soient passées qui aient affecté les différentes cohortes de différentes façons. C'est pas impossible. Et ici, c'est pareil. Lorsqu'on regarde, là j'étais en Ontario, lorsqu'on regarde ici,
Bien, on regarde deux cohortes. La première n'était pas assujettie au RQAP, la deuxième l'est. Puis on fait simplement regarder l'évolution entre les deux. Alors, qu'est-ce qui les distingue? Ce sont les nouveaux paramètres qui ont affecté une cohorte, mais qui n'ont pas affecté l'autre. Et toute la stratégie d'estimation, c'est de se convaincre soi-même qu'il n'y a pas de différence entre les cohortes, que l'implantation du programme n'était pas anticipée ou les gens n'ont pas ajusté leur comportement en prévision du programme. Et toutes les régressions qu'on a faites auparavant avaient pour objectif d'essayer de vous convaincre et de se convaincre que les cohortes, 1, sont identiques et 2, que ce n'était pas anticipé. Si ces conditions-là sont satisfaites, ce que vous obtenez en principe est l'effet causal des nouveaux paramètres du régime relativement à l'ancien. D'accord? Merci. Un mot, c'est l'argent. C'est ça la différence. 50 semaines, d'accord, 50 semaines. Oui, bonjour, je suis Solène Nardot du département de démographie et je m'interroge parce que donc en 2008, on a vu ce qu'on a appelé un mini baby boom et un sursaut de la fécondité au Québec et vu qu'on était, je me souviens qu'on avait un peu travaillé là-dessus, mais on avait peu de recul par rapport à pourquoi ce sursaut, est-ce qu'il allait se confirmer au fil du temps, puis bon, finalement, aujourd'hui, la fécondité a baissé légèrement. Et on voyait plutôt un report des naissances d'une génération de femmes qui s'avançaient vers la trentaine. Et là, peut-être que ça aurait été concordant à cet effet du nouveau régime, mais déjà, il y avait ce report de naissance qui avait été engagé. Donc, je ne sais pas trop comment départager. Et comment vous l'expliquiez, le report? Peut-être par des conditions économiques avec le social, culturel, de retard des naissances. Écoutez, quand on met ici des paramètres comme 2007, 2008, 2009, c'est toujours relativement à 2004. Ces paramètres-là captent plein de choses. Et ce qu'on espère, c'est qu'ils captent l'effet du programme uniquement. Mais ils peuvent être contaminés par toutes sortes de choses. C'est la raison pour laquelle des comparaisons moyennes, c'est bien dans la mesure où on est dans un environnement économique stable. S'il y a des politiques qui interviennent, s'il y a une conjoncture économique qui change, les paramètres que vous voyez ici vont être contaminés par ça. Alors, on essaie, écoutez, on a des rapports d'impôts et pas au complet. On a certaines variables des rapports d'impôts. Alors, le mieux qu'on peut faire, c'est de dire, on va tenir compte de l'âge des parents, du revenu, des faits régionaux, mais au-delà de ça, on ne peut pas tenir compte. Alors, il est possible que nos paramètres soient contaminés par parce que ces années-là, ces paramètres-là, ce sont des paramètres d'années. Si vous avez une récession en 2007-2008, c'est capté dans le paramètre. OK? Mais la récession va affecter les deux cohortes quand même. D'accord? Donc, on espère qu'en prenant deux cohortes qui sont très, très, très près dans le temps, qu'on évite ce problème-là. Mais ce n'est pas exempt ici. Là. Il est possible. Puis la question qui m'a été posée, pourquoi l'effet s'estompe? C'est une très bonne question. On ne le sait pas. Et peut-être qu'il faudrait attendre encore 10 ans pour voir. Juste observons encore. Ce n'est pas nécessaire d'attendre 10 ans parce que Nicolas James Clavet travaille maintenant au CGAP. Il a toujours accès aux données. Et donc, lui pourra nous répondre. Il a l'œil. D'accord. Mais c'est une très bonne question. Bon, à moins qu'il y ait une dernière question en ligne, je ne crois pas. Non, c'est ça. Et donc, il est rendu 16h10. Remercier Guy Lacroix d'avoir été ici aujourd'hui, partager les résultats de ta recherche. Si tu veux mettre la diapo où on voit le lien au rapport oui. Pour les gens qui seraient intéressés à le lire dans le texte et voir d'autres. Donc, les résultats de la recherche présentés ont été publiés dans le rapport du Conseil de gestion de l'assurance parentale. Vous avez le lien là si vous voulez le consulter et plus attentivement. Et pour ceux qui s'intéressent, les résultats de l'enquête auprès des pairs sont disponibles aussi sur le site du Conseil. Parfait. Donc, merci aussi à vous tous de vous joindre à nous en personne et en ligne. Prochain rendez-vous, 12 octobre, en anglais. On va parler d'interdiction de la malbouffe dans les écoles et leur effet sur la santé des enfants. Par ailleurs, je voulais aussi vous mentionner que la conférence annuelle du réseau aura lieu à Montréal cette année, le 14-15 novembre. Donc, vous pouvez vous inscrire. Les tarifs réduits sont en vigueur jusqu'à demain.
Voilà, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci. C'est